Mais est-ce qu'il va mourir, ces pays aux allures continentales? C'est sol béni que convoitent toutes les nations, sauf ses propres enfants. Qui pour sauver la RDC à l'agonie? C'est à ces questions que j'invite les leaders des jeunes sur ces plateaux à répondre. Nous devons démolir ce système politique. Comment on le fait? Comment on le fait? Ça, c'est la bonne question. Comment nous allons démolir ce système? D'abord, en identifiant les meilleurs entre nous et en les soutenant. Parce que la jeunesse aujourd'hui a un problème. Moi, parfois, ça me fait mal. Tu critiques Félix en parlant du manque d'emploi des jeunes. Tu trouves les jeunes qui n'ont pas d'emploi venir te critiquer toi. Je ne sais pas si on a quel démon qui nous en fout. Je pense que nous ne pouvons pas appeler au dialogue, à la réconciliation nationale, sans y associer les personnes qui vont pérenniser l'héritage de ce dialogue. Si dialogue il y aura, il faudrait que la jeunesse prenne part à la table et de la manière dont il se doit. La solution émane de la prise de conscience du première victime, qui est la jeunesse extra-système. Réveillez-vous, trouvons-nous un cadre commun avec une vision commune. Cette fois-ci, on ne parle ni de Fayoulou, ni de Katumbi, ni de Matata. On parle d'une guerre générationnelle. Parce que vous savez, ceux qui attaquent notre souveraineté, c'est d'abord ceux qui sont à l'intérieur. Nos propres politiciens. Lorsqu'on détourne l'argent, on détourne même les matériels militaires. N'est-ce pas que c'est pour ouvrir le champ à la vente de notre souveraineté? Mais nous sommes sous la malédiction de la mauvaise gouvernance. La base, les fondamentales qui résument l'ensemble de tout ce que nous décrions aujourd'hui, c'est l'absence totale d'un leadership fort. Les nations qui développent dans le monde ne les font pas par magie. Ils ne les font pas nécessairement avec les jeunes. D'autant plus qu'il faut préciser qu'être jeune n'est pas avoir l'atout nécessaire pour développer la nation. Vous pouvez être jeune, mais être vieux en esprit et en caractère. La preuve, nous avons des jeunes qui sont aujourd'hui dans l'appareil de l'État, mais qui agissent au même titre que le vieux. Habitués à la médiocrité, habitués à l'absence totale du leadership. Et notre génération, et surtout vous tous les leaders qui êtes ici, à qui j'ai beaucoup d'estime, je nous propose que nous puissions créer un cadre où nous allons nous retrouver pour échanger sur les réalités de notre pays et sur la proposition de notre génération. Ça ne sera pas la proposition de l'opposition, de la majorité, de la société civile qui du reste n'existe pas, ni de quoi que ce soit, mais que ça soit d'une génération consciente et une génération qui prend ses responsabilités, qui décide d'agir pour réellement imposer l'histoire et le changement dans notre pays. Je vous remercie. Honorables parlementaires, distingués invités, je vous prie de bien vouloir vous lever pour accueillir le bureau et parlement des étudiants. Le bureau. Merci. Monsieur le Président, vous avez la parole pour l'ouverture de la plénière. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de séjour. 65 ans après l'indépendance, pourquoi la République démocratique du Congo peine à se développer? Et pour ça, nous avons un plateau spécial avec de figures de proue de la jeunesse congolaise avec qui nous allons échanger. Donc, lors de leur prise de parole, nous tâcherons de présenter chacun. Mais avant cela, je voudrais parler de quelqu'un. Il a 65 ans, l'âge de la sagesse, dit-on. Mais lui, c'est un vieillard sans paix. C'est un géant au torse nu, exposé au vent de l'humiliation. Aujourd'hui, il est aux soins intensifs. Les souffles courts, les cœurs brisés par des trahisons successives, les bras paralysés, notamment par la rébellion venue de l'Est. La FCM 23 l'a immobilisé sans défense, sans justice et sans paix. Autour de lui, ses médecins sont eux-mêmes malades. Députés, gouverneurs, ministres, DG, tous contaminés par le virus de l'insouciance, de l'incompétence, de médiocrité et de l'égoïsme. L'héritage de 1960, ses rêves de grandeur, des libertés et des justices, aujourd'hui n'est qu'un vieil drapeau effiloché. Son trésor public,
saigne à col blanc. Mais une hémorragie sans précédent, causée non par de balles venues du Rwanda, mais par des détournements excessifs. On peut dire obscène et compétitif parce que c'est tantôt par milliard, si c'est peu, c'est par million, en dollars. Ces enfants sont extrêmement divisés. Les aînés ne sont pas modèles, les jeunes démodés, coupés de leur histoire, arrachés de leurs racines et sans repère. Mais est-ce qu'il va mourir, ces pays aux allures continentales? Ces sols bénis que convoitent toutes les nations, sauf ses propres enfants. Qui pour sauver la RDC à l'agonie? C'est à ces questions que j'invite les leaders des jeunes sur ces plateaux à répondre. Ces plateaux spéciaux voudraient être un lieu de fabrication d'une bombe citoyenne à travers des leaders afin d'exploser ces systèmes politiques aux abois 65 ans après et que de ces cendres naissent un renouveau et une rupture radicale pour que nous débutions la construction d'un Congo nouveau, uni et fort. Pour commencer, je vais inviter le président Jonathan Kalumba, président du mouvement des Congolais nationalistes et coordonnateur principal de la coalition de forces vives de la jeunesse pour la paix et la cohésion nationale, pour répondre à la question de savoir, 65 ans après, pourquoi la RDC peine à décoller et qu'est-ce que lui propose. 10 minutes pour nous entretenir, Monsieur le Président Jonathan, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, honorable Président, honorable membre du bureau, estimés parlementaires, étudiants parlementaires et distingués invités. Je pense que je suis déjà très honoré de me retrouver parmi vous pour aborder ces questions existentielles qui nous permet de réfléchir sur l'avenir de notre pays. 65 ans après son indépendance, la République démocratique du Congo reste confrontée à des grands défis structurels qui freinent jusqu'à présent son développement. Un pays a un énorme potentiel écologique et minéral, mais qui jusque-là n'arrive aucunement à se développer. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous permet de ne pas aller de l'avant? Déjà, il faut comprendre que notre pays, dès lors de son indépendance, le 30 juin 1960, nous avons hérité d'un pays qui a été colonisé. Un héritage lourd et très mal géré. J'aimerais aborder ces points, j'aimerais aborder cette question sous 14 points. 7 points dont je parlerai du désastre qu'a connu ce pays, des facteurs qui ont favorisé justement le chaos de ce pays et la mise en mal des générations futures par certains acteurs politiques qui ont eu la chance de gouverner. Au premier point, j'aborderai sur l'héritage colonial lourd et mal géré. Le deuxième point, sur l'instabilité politique chronique de notre pays. En troisième point, la corruption généralisée et la mauvaise gouvernance. En quatrième point, les faiblesses de l'État et des institutions. En cinquième point, une économie extractive et non diversifiée. En sixième point, l'insécurité et conflits armés dans l'est de notre pays. En septième point, l'absence d'une vision nationale partagée. Quand l'on parle d'un héritage lourd et très mal géré, depuis l'indépendance, notre pays a connu une carence d'élites préparées à gouverner notre pays. Nous avions obtenu l'indépendance
mais sans aucune préparation justement à assumer les responsabilités de cet héritage. La qualité des acteurs politiques de l'époque, la vision, la perception des acteurs politiques de l'époque. Est-ce que c'était des acteurs à une vision stratégique de l'État ou c'était des acteurs qui ont mené un combat pour obtenir juste gain des causes de l'indépendance? Je pense que sans juger l'histoire, nos aînés, les pères de l'indépendance, ont fait leur part. Ils ont combattu le bon combat, qui est un combat difficile et assez lourd pour obtenir déjà cette indépendance. Mais il aurait fallu une préparation, chose qui n'a pas été faite. Le pays a connu une classe politique en décadence, avec une philosophie de pensée extrêmement erronée, déconnectée des réalités même de notre population. Des personnes qui ont fait de ce pays un vache à lait, qui se sont concentrées à piller la République. Une philosophie des personnes qui sont au pouvoir uniquement pour s'enrichir, eux et leur progéniture, sans tenir compte de ceux qui viendront après. C'est que nous avons connu les différents régimes qui sont passés, qui ont gouverné notre pays. Nous avons connu une instabilité politique chronique, plusieurs coups d'État, des dictatures prolongées, plusieurs guerres, et cela a sapé même la continuité de la politique publique et a complètement détruit nos institutions. Notre pays a fait face à une corruption, un fléau de corruption généralisée et une mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, la corruption n'est plus une honte, une philosophie héritée des différentes classes politiques qui ont eu la chance de gérer ce pays. Ils se sont organisés à ancrer cette philosophie à toutes les générations qui viennent l'un après l'autre à la gouvernance de notre pays. Raison pour laquelle aujourd'hui nous observons plusieurs personnalités qui ne se gênent même plus d'être accusés des corrompus et des détourneurs. C'est quoi le message qui est passé? Qu'est-ce que l'on veut enseigner aux générations futures? Nous avons un pays qui connaît une faiblesse de l'État, pratiquement un non-État. Il vous reste 3 minutes, Président. Une faiblesse des institutions, une économie extractive, non diversifiée, des exportations des matières premières brutes, un modèle qui ne crée pas une économie qui est justement basée sur des exportations des matières premières, sans aucun modèle de transformation qui permettrait justement à générer des emplois nécessaires à la préparation même de la jeunesse, les insécurités à l'est de notre pays et une absence de vision stratégique de l'État. Mais pour cela, je pense que notre génération a une responsabilité de faire de ce pays un pays attractif, un pays qui va redonner espoir. Et pour ça, je pense qu'il faudrait commencer par refonder l'État et restaurer l'autorité publique. Lutter sérieusement contre la corruption, éduquer et former la jeunesse. Ce que nous faisons ici, un travail louable d'ailleurs que j'adresse au président, ça permet aux jeunes de comprendre réellement les réalités de notre pays et de s'auto-former quant à ce. Diversifier l'économie de notre pays. Notre économie doit être diversifiée afin de permettre justement à cette jeunesse de trouver de l'emploi et de savoir, ne serait-ce que se
se mettre dans des conditions moyennes de vie, comme tout être humain, et comme l'on observe partout ailleurs dans le monde. Nous devons promouvoir la paix et la cohésion, la réconciliation nationale. J'ai aimé l'intervention de M. Prince Epengue qui a abordé cette question. Aujourd'hui, notre pays est confronté à un défi énorme. Et la seule solution serait à ce que tous ces acteurs aujourd'hui puissent se mettre autour d'une table, discuter et se dire des vérités en face. Mais en associant cette jeunesse carrément, qui est un élément stratégique justement pour l'avenir de ce pays. Je pense que nous ne pouvons pas appeler au dialogue, à la réconciliation nationale, sans y associer les personnes qui vont pérenniser l'héritage de ce dialogue. Aujourd'hui, nous pressentons comme si nos aînés ignoraient complètement l'existence même de cette jeunesse. Parmi eux, une instrumentalisation même de cette jeunesse, justement pour les déconnecter de la réalité, les diviser en interne, et ne pas les permettre à comprendre les réalités du pays, pour ne pas justement se faire une idée et une vision stratégique de l'État. Et nous, aujourd'hui, cette jeunesse élitiste, nous avons la responsabilité de dire non à cette façon de procéder et d'insister à ce que, si dialogue il y aura, il faudrait que la jeunesse prenne part à la table et de la manière dont il se doit. Il vous reste 30 secondes, Monsieur le Président. Donc pour finir, je pense qu'il faudrait bâtir une nouvelle classe politique. Ceux qui n'ont pas réussi, nous n'avons plus besoin d'explications. Ils doivent partir. Aujourd'hui, nous avons suffisamment des jeunes en capacité de gérer l'État. Et cet appel à la jeunesse que je fais, c'est justement pour que nous puissions nous préparer à affronter ces défis et à relever ces défis énormes de la gouvernance de notre pays qui nous attend. Mobiliser la société civile, le dernier point, et la diaspora. Parce qu'il nous faudra justement nous centrer sur les efforts qui peuvent être menés par ceux-là qui sont à l'étranger, qui connaissent d'autres réalités de certaines cultures et de certaines civilisations, nous permettre à pousser encore plus loin pour que nous puissions réussir le pari de notre combat. En conclusion, je dirais que le développement de notre pays est une responsabilité collective. Le changement ne viendra pas d'un miracle ou de l'extérieur, mais d'un réveil patriotique et d'une prise de conscience nationale. Il est encore temps d'écrire une nouvelle page d'histoire, mais cela demande vision, courage, discipline et unité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Jonathan. Veuillez prendre place. S'il y a de questions éventuelles en rapport avec ces questions diagnostiques et ces propositions que j'ai pris soin de noter ici, refondation de l'État, lutter contre la corruption et former les jeunes, diversification de l'économie, promouvoir la paix et la cohésion nationale, dialogue en y associant les jeunes, renouvellement de la classe politique et enfin mobiliser la société civile et la diaspora. S'il y a des questions ou de préoccupations au sujet de ces propositions, on prendra donc des questions après les interventions des autres. Nous allons à présent accorder la parole au porte-parole du parti politique PIST, M. Nathanaël Onokomba, pour nous fixer, quant à lui, quel est son diagnostic et qu'est-ce qu'il propose. Je voudrais donc nous alerter sur le fait que le diagnostic, on le connaît. On sait que le Congo, il va mal et tout ça. Allons-y dans les propositions et c'est ça qui peut nous permettre d'avoir un débat constructif pour évaluer chaque proposition, sa pertinence et la possibilité de sa mise en œuvre. Vous avez la parole pour 10 minutes aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, chers parlementaires. Alors, 10 minutes, ce serait déjà beaucoup pour moi. Espérons que ces 10 minutes soient réellement les 10 minutes selon ma montre. Et ce serait les 10 minutes selon la montre du Président, dont chez moi, ça serait que 3.
Alors, le problème du pays depuis 1965, c'est que la République démocratique du Congo, en accédant à l'indépendance, il y avait un projet de bâtir un État puissant au sein de l'Afrique, comme nous l'avons été en 1885, quand nous étions d'abord l'État indépendant du Congo. La deuxième des choses, c'est de bâtir une nation, raison pour laquelle vous allez voir le discours de Lumumba parler de l'unitarisme. L'unitarisme parce qu'on voulait s'identifier comme un peuple. Et raison pour laquelle, pour ceux qui suivent notre hymne national, l'on dit debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort. Le sort, c'est le hasard. On n'était pas un même peuple, mais on est devenu un même peuple parce que les Blancs en ont décidé. Et pour ce faire, on doit se maintenir dans cette unité-là, dans l'effort. L'effort, c'est le développement, l'effort, c'est la vision, l'effort, c'est les infrastructures. Raison pour laquelle, à chaque fois, quand on chante notre hymne national, certaines personnes ignorent cette notion-là. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui les gens qui peuvent encore se revendiquer être de tel coin ou de tel coin. Mais après 1960, l'élite qui a accédé au pouvoir avec cette vision n'a pas pu diriger le pays. Nous avons vu une crise économique, une crise de légitimité. Vers les années 65, entre Tshombe et Kasavubu, il y a eu le premier coup d'État, Mobutu accède au pouvoir. On continue en train de tâtonner. On arrive vers les années 90, il y a la même histoire qui se répète. Il y a crise économique, crise sécuritaire, crise de légitimité entre Mobutu et les autres. Il y a un coup d'État. Même histoire de 60 qui se répète en 97. Et voilà, nous arrivons à 2003 où, pour la première fois, les Congolais ont décidé d'inventer l'ère Congo. Je l'ai dit souvent, le Congo que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le Congo de Lumumba. Le Congo de Lumumba, celui qui a dirigé ce Congo-là, s'appelait Mobutu. Et ce Congo a été enterré en 97. Et les Congolais se sont réunis maintenant pour fonder un nouveau Congo. Et ce Congo-là, c'était sur base des émotions. Parce que désormais, les Congolais se sont mis d'accord. Ils ont dit, nous ne sommes pas d'accord parce que les Blancs l'ont dit. Nous sommes d'accord parce qu'on l'a décidé. Et chaque homme, chaque acteur politique qui viendra au pouvoir doit se rendre compte de la naissance du Congo de 2003. Et ce Congo-là a pour mission la création des institutions fortes. Mais Monsieur le Président, c'est quoi ma proposition et pourquoi le Congo n'évolue pas? Tout simplement parce que le Congo n'a pas l'élite vêtue d'une vision. L'élite qui accède au pouvoir ou l'élite qui vient pour accéder au pouvoir viennent répondre aux crises en lieu et place de venir proposer une vision. Vous allez voir, dans les années 65, l'élite qui a accédé au pouvoir, c'était lors d'une crise entre Tshombe et Kasavubu. Vous allez voir, en 97, à 2003, l'élite a participé parce qu'il y avait une crise sécuritaire. Ce qui se passe, c'est que l'élite vient répondre à la question de la crise en lieu et place d'apporter une vision. Mais M. Penge nous l'a dit, nous allons accéder au pouvoir. Il y a ceux-là qui vont accéder au pouvoir par le dialogue. Mais ils viendront répondre à la question de la crise. Problème d'élection, problème des institutions, en lieu et place de bâtir une vision de 30 années pour la puissance de notre pays demain. Ce qui fait en sorte qu'on passe 20 ans en train de répondre à une crise qui nous a été imposée, qui nous a introduit dans la scène politique, en lieu et place de réfléchir sur une vision comme aujourd'hui d'autres nations le font. D'où la deuxième des choses, c'est que l'élite actuelle, c'est eux qui trahissent la vision. Pourquoi je l'ai dit, Monsieur le Président? Parce qu'il faudrait savoir, nous avons un problème qui s'impose devant nous. Même si vous avez une vision, mais il y a un système établi. Et ce système politique établi exclut la jeunesse que je dénomme la jeunesse extra-système, dont je suis le défenseur. Cette jeunesse extra-système est majoritaire et la jeunesse du système est minoritaire. Ce qui se passe, c'est que le système à place recherche parmi la jeunesse extra-système des élites. Au lieu de prendre ces élites pour changer les choses, il les transforme à leur camp. Ce qui fait en sorte que vous nous avez appelés comme des leaders, n'est-ce pas? Mais nous sommes d'ailleurs plus dangereux que ceux-là que nous combattons, parce que ce qui se passe, c'est le système qui est établi et ce système ne donne pas la chance à tout le monde. Et les systèmes n'innovent plus, les systèmes n'ont plus à proposer, les systèmes vivent que pour se maintenir. Et toutes les personnes, d'ailleurs je vois les parlementaires ici, qui sont intelligents, avec des propositions, ils n'auront pas la chance parce qu'ils ne peuvent pas accéder au système. Maintenant, lorsque nous créons un moyen de pression, l'on cherche parmi nous ce que vous appelez le leader de la jeunesse. On va chercher parmi nous venir
intégrer le système. Quand on intègre le système, on va maintenant travailler pour endormir ceux-là avec qui on s'est battu avec eux l'autre fois. Ce qui crée le problème. On accède maintenant au poste étatique pour pas pour la responsabilité que le pouvoir politique accorde, mais pour le privilège que celle-ci apporte. D'où nous sommes plus de jeunes, de leaders que sur les réseaux sociaux. Nos combats politiques aujourd'hui, on n'a plus la liberté personnelle d'émettre un avis. À chaque fois que vous émettez un avis, ça doit être normalement selon votre autorité morale du parti politique, qui du reste est membre de ces systèmes que vous êtes en train de combattre. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Moi, je pense qu'il faut créer une révolution d'une jeunesse extra-système, la jeunesse victime de ces systèmes actuels. Vous, avant d'être engagé dans une entreprise publique, on vous exige de qui es-tu fils. Vous êtes là. Vous autres, avant d'avoir ne serait-ce que des stages, on vous exige de quelle famille tu viens. Vous autres, ici, on vous utilise pour manifester, c'est vous, pour danser, c'est vous, pour soutenir les acteurs politiques, c'est vous. Mais lorsqu'il s'agit des avantages, ce n'est plus vous. Quand je parle ici, je sais que je suis en train de cheater, c'est que je ne parle ni de l'opposition, ni de la majorité. Parce que, croyez-moi, et l'opposition de ces pays, et la majorité de ces pays, c'est le système impliqué depuis 2003. C'est le même système. Et ceux qui sont à l'opposition et ceux qui sont à la majorité. Le victime, c'est vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour élever le Congo? Créons une révolution d'abord pour briser ce système. Après avoir brisé le système, amenons un projet, une vision commune qui fera adhérer tout le monde afin d'obtenir une révolution pour bâtir une nation congolaise et une puissance au sein de l'Afrique. Parce que vouloir ou pas, les opposants se parlent entre eux. Ceux de la majorité se parlent avec les opposants. Quand il y aura de l'opportunité, eh bien, croyez-moi, s'il ne donne pas à son fils, il donnera à l'ami de son fils, et l'ami de son fils donnera à son frère. C'est la même chose. Donc la solution émane de la prise de conscience du première victime, qui est la jeunesse extra-système. Réveillez-vous, trouvons-nous un cadre commun avec une vision commune. Cette fois-ci, on ne parle ni de Fayoulou, ni de Katumbi, ni de Matata. On parle d'une guerre générationnelle. Et quelle est la guerre générationnelle? J'ai eu même l'occasion, parce que M. Prince Epenge est là, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Martin Fayoulou, où nous avons parlé plus de 2 heures. L'unique chose qu'il m'a dit, à 91, quand nous sommes allés convaincre Étienne Tshisekedi de venir à la conférence nationale souveraine, on était jeunes. Personne ne nous a cru. Mais nous avons mené un combat et aujourd'hui nous avons les institutions. Pour moi, je pense que peu importe Martin Fayoulou, les autres, Martin Fayoulou, les autres qui étaient à 90, 91, ont réussi leur combat. Parce que le combat, c'était nous introduire dans une république où pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections. Nous avons des institutions, Mobutu est parti. Et nous, quel est notre combat? Si vous ne prenez pas conscience de se réveiller aujourd'hui, de briser ces systèmes, de refuser d'être les valets pour ceux qui sont dans les systèmes, croyez-moi, vous serez de parlementaires. On va dénoncer, on va chanter pour les enfants de ceux-là qui nous ont chanté, et après 10 ans, 20 ans, 30 ans, l'on sera le même personne. Réveillez-vous, chers amis, nous sommes dans la transition générationnelle. À ce moment ici, l'ancienne classe est en train de passer, la nouvelle classe doit avoir une vision pour la grandeur de notre nation. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Monsieur Jonathan Onokomba, porte-parole du parti politique PIST, formation politique chère à Seth Kikouni. Il propose la révolution pour briser les systèmes mis en place et concevoir notre vision à nous en tant que génération et jeunes pour construire une nation forte et puissante au cœur de l'Afrique. Nous allons prendre notre troisième leader, Monsieur Jonathan David Mbombo, président de la coalition nationale des jeunes politiques et entrepreneurs, et je crois l'un des coordonnateurs de la coalition de jeunes pour la paix. Vous avez la parole. 10 minutes aussi. Honorable président, honorable membre du bureau, chers parlementaires étudiants, distingués invités, aujourd'hui, nous débattons sur un sujet d'une importance capitale, à savoir 65 ans après l'indépendance, pourquoi la RDC
peine-t-elle à se développer? Et que faire pour un Congo nouveau, fort et prospère? Vous savez, ici nous allons fustiger et proposer. Vous savez, 65 ans après l'indépendance, redéfinir la République est une urgence vitale. 65 ans après l'indépendance, 65 ans se sont écroulés. Et l'impératif de redéfinir la République avec une vision claire et une planification rigoureuse n'a jamais été aussi pressant. Vous savez, je fustige aujourd'hui que 65 ans après, nous n'avons pas pu diversifier l'économie. Nous n'avons pas un plan urbain clair. Celui qui est là date de 1957. Nous n'avons pas pu développer l'homme congolais. Aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs mentalités des Congolais. Il y a de ceux qui voient le camp de la patrie comme l'Union Sacrée Bis, et il y a de ceux qui voient des leaders imposants de la République vouloir consolider la paix. Il y a de ceux qui voient qu'il faudrait jeter des ordures devant sa parcelle parce que c'est l'État qui doit prendre en charge, quitte à tomber malade, en lieu et place de trouver des solutions pour s'éviter des maladies. Nous n'avons donc pas pu aujourd'hui expliquer à l'homme congolais que le développement ou l'émergence de la République est un combat collectif, ou si nous devons récolter le fruit, chacun d'entre nous devra mettre la main dans la pâte. Nous avons des politiciens se livrant dans la bassesse la plus extrême, les amis. Je ne veux pas donner des exemples. Vous suivez comme moi les chaînes de télé, vous suivez comme moi des publications Twitter où la classe politique actuelle se livre dans des batailles que le Congolais ne comprenne pas. Que le Congolais n'arrive pas à en tirer profit du travail, de l'émergence de la République. Que le Congolais n'arrive pas à trouver gain de cause dans sa famine, dans son manque d'électricité, dans son manque d'infrastructures, dans son manque de repères, surtout ceux de la jeunesse. Nous passons nos journées à conscientiser les politiciens en lieu de la population. Vous savez quel temps nous perdons? Quel temps nous perdons aujourd'hui à conscientiser l'homme politique congolais en lieu de conscientiser la population? Allons-nous conscientiser la population à quel moment? Puisque depuis 1960, nous perdons le temps à conscientiser le politicien congolais. Ce qui dicte le politique du pays, en lieu et place d'être consciencieux, mais c'est eux qui nous pendent des illusions, des rêves. De rêves par moments que eux-mêmes n'y croient pas. De rêves que par moments eux-mêmes se disent que ce sont des bêtises, mais quitte à prendre cela en lieu de se taire. Nous fustigeons tout cela. Parce que 65 ans après, même si j'appuie la thèse de plusieurs de mes collaborateurs, en se demandant est-ce que l'homme congolais était prêt pour l'indépendance? Ou bien Lumumba est allé avec son héritage? Ou bien Lumumba est allé avec son plan? Alors pour ça, il faudrait redéfinir l'État. Il faudrait que l'État nous démontre qu'il existe réellement. Il faut une vision claire accouchée sur un papier. Parce que vous savez, les politiciens parlent beaucoup. Les politiciens parlent beaucoup, mais n'écrivent très peu. Parlent beaucoup, n'écrivent très peu. Ici, moi, j'en appelle à une vision d'État clair accouchée sur un papier. Il faut un plan d'émergence pour la République, avec en quid la RDC dans 30 ans à 50 ans. Quelle est la vision de la RDC que nous voulons imposer aujourd'hui pour que dans 30 ans, dans 50 ans, que nous ayons des infrastructures qui vont nous permettre
à être un pays développé, à être un pays émergent. Il faut un projet éducatif adapté aux réalités actuelles. Il faudrait apprendre à nos enfants de ne pas céder au discours régioniste, au discours qui encense telle ou autre ethnique et qui insulte notre ethnique. Pourquoi encenser une ethnique? Il y a déjà une ethnique ici en RDC qui a créé un avion par leur intelligence ou encore par leur vivacité. Y a-t-il un groupe d'individus régionnistes qui sont des ingénieurs hors pair, qui sont capables de nous construire des ponts tels que les Chinois? Pourquoi encenser telle ou autre ethnie et dénigrer les autres? Je combats cela et je fustige cela. Il faut une CENI véritablement indépendante. Vous savez, j'étais candidat à l'élection provinciale, commune de Ngalima. Vous pouvez imaginer que vous menez une campagne pendant les délais requis et vous arrivez le jour du vote, on a changé votre numéro. Vous pouvez imaginer ça? Quel est ce technicien de la CENI qui peut répondre à cette question? Comment un candidat qui a dépensé de son temps, de son argent, qui a fait la campagne, qui s'est battu bec-ongle, arrivé le jour des élections aux urnes, le numéro a changé? J'ai été victime de cela. Et j'en ai vu plusieurs qui ont été victimes de cela. Il faut une CENI indépendante, véritablement indépendante. Il faut une justice forte et équitable. La justice demeure malade. Et pendant que la justice demeurera malade, il n'y aura pas l'équité. Il n'y aura pas une justice forte qui va préserver notre souveraineté d'abord, parce que vous savez, ceux qui attaquent notre souveraineté, c'est d'abord ceux qui sont à l'intérieur, nos propres politiciens. Lorsqu'on détourne l'argent, on détourne même les matériels militaires. N'est-ce pas que c'est pour ouvrir le champ à la vente de notre souveraineté? N'est-ce pas ceux-là qui devraient être pendus et tirés à bout portant devant la population? Il faut diversifier l'économie. Nous avons l'agriculture, nous avons les ananas, nous avons la papaye, nous avons le cacao, nous avons tous ces produits forestiers. Nous avons le bois. On ne peut toujours pas continuer à compter sur le minerai. Si, bien évidemment, que c'est le secteur qui nous rapporte beaucoup d'argent, même si d'ailleurs il n'y a aucune industrie de transformation de ce produit. Tout ce produit sort du Congo brut et les résidus ne reviennent même pas, alors que nous avons une loi qui fait en sorte que ces résidus nous reviennent. Parce qu'à travers ces résidus, il peut y avoir encore d'autres produits qui viennent en trace. Il vous reste 1 minute. Président Jonathan. Chers parlementaires, il faut mettre sur pied une école de mines. Il faut promouvoir le volontariat et le bénévolat afin d'avoir une main-d'œuvre en tout temps et sans frais. Tous devons contribuer à la construction du pays. 65 ans après l'indépendance, redéfinir la République, une urgence vitale. Cependant, la question demeure. Notre classe politique actuelle saisit-elle l'ampleur de cet enjeu, ou en maîtrise-t-il les leviers? Permettez-moi d'en douter. La capacité de forger une feuille de route cohérente pour l'avenir de notre nation semble échapper à ceux qui nous gouvernent. Pourtant, sans une vision partagée et une stratégie définie, la République risque de continuer à naviguer à vue, entravant ainsi notre plein potentiel. Il faut non seulement planifier, il faut exécuter. Il faut non seulement exécuter, il faut faire un suivi. Il faut non seulement faire un suivi, il faut faire une évaluation. Chers jeunes, chers parlementaires, j'en appelle à votre conscience et à votre dynamisme. Tout celui qui est contre la République, que ce soit en se donnant dans le détournement ou en prenant les armes, doit rencontrer le front de la jeunesse, doit rencontrer cette idée que nous défendons,
Et je suis convaincu que nous pouvons faire mieux. En étant conscients que nous pouvons aussi être une bombe à retardement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons prendre le président du Mouvement national des consommateurs lésés et leader de jeunes, Joël Lamika, pour son diagnostic de la situation de la RDC et quelles sont ses propositions. Je rappelle que nous vous attendons tous sur les propositions de la République. Il invite à travailler sur l'homme congolais. Il nous invite à avoir un plan d'émergence à l'horizon 2030, un projet éducatif, une CENI indépendante, une justice forte et équitable, diversification de l'économie, école de mines et un corps de volontaires. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Nous avons la particularité en tant que peuple de connaître ce qui ne va pas et de tout faire pour que ça ne marche pas non plus. Si tu demandes à ceux qui sont dans l'opposition comme ceux qui sont au pouvoir, nous savons tous que le Congo va mal et que nous connaissons également les solutions. Mais le Congo aujourd'hui c'est un éléphant abattu dont les plus forts viennent avec le couteau, se servent la grande partie de la viande dont ils ont besoin. Et du coup, ils ne veulent pas que cela change. J'ai aimé votre intervention, Nathan, parce que je travaille sur cette question et en m'appuyant sur un ouvrage que j'ai conseillé beaucoup aux jeunes, l'ouvrage du professeur Ndayouel sur la saison sèche et pluvieuse. Il évoque une théorie que j'ai étudiée aussi en communication, la théorie de l'autorégulation d'un système. Au lendemain de notre indépendance, il s'est créé un système qui s'autorégule. Et dans cette autorégulation, même l'opposition est devenue une alternative au pouvoir. Et donc, l'opposant qui n'est pas contrôlé par le pouvoir représente dès lors une menace sérieuse. Et donc, il y a cela, deux possibilités. Soit on vous arrête, soit on vous élimine. Mais si on vous arrête, c'est aussi pour vous proposer, n'est-ce pas, vous apporter une offre. Ça fait partie des jeux des acteurs. Prince fait partie justement de ces jeux-là. La société civile fait partie de ces jeux d'acteurs. Mais les jeunes ignorant que, moi je ne le suis pas, je dirais que vous êtes, vous pensez que ce sont ces gens qui viendront changer notre situation. C'est faux. Et même nous, aujourd'hui, nous faisons partie justement de cet écosystème qui a contribué à détruire notre pays. J'arrive à l'université de Kinshasa en 2008, je suis en G1, on nous apprend que Unikin est Bebanango à l'époque. Et donc je quitte l'Unikin aux années 2014, je me rends compte que la situation est encore pire. Je rentre en 2021 pour mon 3e cycle, je me rends compte que, et Bébi Lissous Koleka, qu'avons-nous fait de cette université? Rien du tout. Ça veut dire que tout ce que les Belges ont laissé au pays, non seulement on l'a détruit, on n'a rien fait pour reconstruire ou faire mieux. Pourtant, le pays a une histoire tout à fait particulière. 23 ans de colonisation internationale. À l'époque, nous fûmes l'Association internationale du Congo avant de devenir l'État indépendant du Congo. Et donc, aujourd'hui, 53 ans après avoir connu la colonisation, le Congo aujourd'hui est sous une autre forme de colonisation. La colonisation endogène. Nous sommes colonisés par nos propres frères. Les différents camps se succèdent à la tête de nos pays. Eh bien, ils s'arrangent pour se retrouver. Si tu n'es pas les leurs, comme ma soeur qui est à Kasongolunda, ne peut jamais espérer avoir l'eau ni électricité. Et donc, avec un conglomérat de journalistes médiocres, nous étouffons ainsi les thématiques qui sont sérieuses, notamment sur les traitements des employés congolais, notamment sur l'accès à l'eau potable pour tous, notamment sur l'accès à l'électricité. Et donc, toutes ces questions, on en parle peu, honorable président. On est focus sur les crises politiques. Parce que cela évolue ainsi. C'est dans le cadre de l'autorégulation du système. Et donc nous partons d'une crise à une autre.
pendant ce temps, chers jeunes, qu'en est-il de votre avenir? Quand allons-nous devoir échanger sur l'emploi des jeunes? Quand allons-nous échanger sur le système éducatif dans notre pays? La solution aujourd'hui, avant d'ailleurs d'évoquer la solution, j'aime beaucoup un auteur, le professeur Noël Obotela, qui évoque la République des sans-papiers. Il définit la RDC comme un pays des sans-papiers. Il évoque cela parce que cela fait plus de 50 ans que nous n'avons jamais eu de carte d'identité. Mais cela ne choque personne. Comment pouvez-vous mettre en place les politiques sociales du moment où vous ne savez pas recenser vos populations? C'est quasiment impossible. Le professeur Ndayouel dit, les jeunes d'aujourd'hui feront pire que les vieux que nous avons l'habitude de critiquer. Tout simplement parce que moi je suis né. Quels sont les politiciens que je connais au Congo? Ce sont ceux-là qui détournent. Si je dois adhérer dans un parti politique, j'adhérerai dans le parti de quelqu'un qui aurait déjà détourné ou qui a déjà géré. En réalité, d'une manière ou d'une autre, ils sont devenus, eux, les modèles de notre société. Les jeunes d'aujourd'hui veulent réussir plus que Vital Kamerhe. Les jeunes d'aujourd'hui veulent réussir plus Jean-Marc Kabound. Les jeunes d'aujourd'hui veulent avoir la plus belle voiture que son père, qui a réussi dans la politique. Ils ont essayé d'établir un schéma. Et nous, en tant que jeunes, on vient juste s'inscrire dans ce schéma-là. C'est fort malheureusement. Mon père me disait, dans notre pays, si tu es nommé ministre, ton malheur commence là. Tes tantes quittent le village et se déplacent vers Kinshasa. Il vous reste 2 minutes. Tes oncles te font asseoir pour te faire comprendre que notre fils, tu es le premier de la famille à devenir ministre. N'oublie pas que ceci représente pour nous une opportunité. Yeba que au Komara sous ministre 2-3 fois, t'es biso famille torobonga na simana yo. Ceux-là qui te le disent sont ceux qui sont censés te servir de modèle. C'est cela notre société aujourd'hui. Nous n'avons qu'une seule solution. Toutes les propositions, parce que moi je ne crois plus en nous en tant que société. C'est nous qui produisons les politiciens comme Prince Epengue, comme Martin Fayulu ou comme Vital Kamerhe. C'est nous qui sommes les producteurs de cette classe politique. Je m'en veux beaucoup moi parce que moi j'ai eu la chance de travailler dans les systèmes des Nations Unies et j'ai soutenu Félix Tshisekedi. Bêtement, ou je ne sais pas si par envoûtement, je ne sais pas, mais j'ai soutenu Félix. Alors que je commence à me dire, si on était sérieux en tant que peuple, puisque nous connaissons tous que cette classe politique ne nous a pas aidés, on aurait soutenu quelqu'un comme Mukwege. On aurait soutenu quelqu'un comme Seth Kikouni. Combien même que lui aussi, conscient des enjeux, j'évoque notamment le cas de Seth, il s'est dit non, je ne peux pas avancer seul. Je dois devenir, enfin, je dois m'inclure dans un camp, dans une famille. Il a intégré, bien évidemment, le Katumbi et autres, devenant lui aussi, comme ça, l'un des éléments phares dans cet écosystème politique. S'il devient président demain, il ne pourra pas travailler forcément avec vous. Ça sera sans nul doute avec un Katumbi, qui a déjà géré le Katanga. Ça sera sans doute avec un, je ne sais moi qui, mais essentiellement, les gens qui ont déjà géré. Le système qui est mis en place, chers amis, c'est un système qui ne vous accorde pas la chance, vous et moi. Veuillez chuter. C'est un système aujourd'hui où l'on verra les acteurs politiques déjà connus, ils vont devoir s'échanger des postes comme étant des pions. Pendant ce temps, vous et moi serons là en train d'observer. Il nous faut une véritable révolution pacifique. Ce système, nous devons le démolir. Nous devons casser ce système afin de bâtir un pays qui a été rêvé par Lumumba. Un pays où ma soeur vivant à Kasongo-Lunda pourra avoir sa place. Aujourd'hui, pour avoir un contrat minier, moi j'ai une entreprise. Pour avoir un contrat minier dans le Katanga, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part dans les circuits politiques. Même pour obtenir un contrat, de balayer une entreprise, un contrat de sous-traitant comme cleaner,
tu dois devoir obtenir une recommandation de la toute-puissante maman. C'est cela la réalité dans notre pays aujourd'hui. Tu ne peux pas travailler dans l'OGFREM si tu n'es pas membre d'un parti politique. Tu ne peux pas... C'est pourquoi vous voyez les jeunes se battre pour devenir politiciens parce que ils n'ont que ça comme alternative pour espérer travailler. Moi, je chute, honorable président. Je chute, c'est révoltant quand on évoque ce problème. Mais regardez nous qui sommes actifs sur les réseaux sociaux. Pendant que je militais contre la taxe RAM avec le mouvement des consommateurs lésés, on se retrouvait 10 à 15 personnes pour marcher contre la taxe RAM. Moi, je n'ai jamais été victime de la taxe RAM. Mais on se retrouvait 10 à 15 personnes. Le jour où nous partions manifester au Parlement, alors que le ministre de Pétentique était invité, on se retrouvait à 4. Les jeunes sont où lorsqu'il s'agit de réclamer leurs droits? Mais si aujourd'hui il y a une marche parce que Moutamba a détourné, eh bien lundi les jeunes vont devoir sortir. S'il y a une marche contre la révision constitutionnelle, les jeunes sortent. Quand allez-vous sortir? Parce que vous n'avez pas d'emploi. Quand allez-vous sortir? Parce que vous êtes maltraités par les Indo-Pakistanais. Quand allons-nous sortir? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez en boîte de nuit, pour ceux qui partent en boîte, vous ne retrouverez pas, vous et moi, nos têtes. Il n'y a que Junior tel. Quand tu vois un jeune aujourd'hui au Parlement, il est qui? Il est héritier. Jean-Lucien Boussa qui remplace Gaël par un autre fils. Vous et moi, dont le parent ne sont ni connus, ni politiciens. Toku Fabo et Pamba. En chutant, je veux dire ceci, honorable président. Notre pays est sous l'emprise du diable. Et le diable aujourd'hui, c'est l'homme politique congolais. Même le prince Pengo Tofandine Awa, aujourd'hui, il peut faire ses discours. Il ne sera pas différent de ceux-là qu'il critique. Mais cela n'est pas son problème. J'ai grandi. Vous savez, je vais finir. Moi, j'ai eu la chance. J'ai 35 ans aujourd'hui et j'ai plus de 12 ans d'expérience professionnelle. Hein, j'ai travaillé dans le système des Nations Unies. Je peux définir un système. Le système qui est mis en place aujourd'hui, Étienne Tshisekedi disait, c'est comme un bal des hommes chauves. Ils ont fait Tabatama Bandi. Oina Souki Bele, bako détecter, il faut babenganayo. Soit il faut Katasuki. Yo peut comme automatiquement Moutalibandine Mona Bango. Mais ceux qui boti, ils vont se rendre vite compte que tu n'es pas les leurs. Merci beaucoup. Alors, il faut bisotoya totumba sal o fete salama. Tu as un discours, mais place fete salama, tout ça nini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que cela veut dire, nous devons démolir ce système politique. Comment on le fait? Comment on le fait? Ça, c'est la bonne question. Et là, je peux être un peu plus Non. Vous avez 30 secondes, on va chuter. Comment nous allons démolir ce système? D'abord, en identifiant les meilleurs entre nous et en les soutenant. Parce que la jeunesse aujourd'hui a un problème. Moi, parfois, ça me fait mal. Tu critiques Félix en parlant du manque d'emploi des jeunes. Tu trouves les jeunes qui n'ont pas d'emploi venir te critiquer toi. Je ne sais pas si on a quel démon qui nous en fout. Ça veut dire que le jeune qui n'a pas d'emploi vient m'insulter moi. Moi j'ai un emploi. Moi j'ai un emploi et puis j'ai une entreprise. Il vient m'insulter moi. Pourtant, moi Joël, même Nathanaël aujourd'hui, même Jonathan, surtout tout ça la jalelo. Tout ça la boulotte. Sauf vraiment tout lobby que tout comme ça la Félix. Vous comprenez? C'est ce qui fait que parfois, vous voyez les gens à lutter au bout d'un moment à latiner Kazak à pouvoir. Parce qu'on se rend compte, une fois j'ai reçu les menaces et ma fiancée me dit papa, côté la prison, vraiment ben conscient. On est une génération de jeunes inconscients. Et donc, nous devons apprendre à soutenir les meilleurs d'entre nous. Je préfère encore tout ça la erreur et en soutenir d'abord Nathan. Et simbité to changer yo. Et simbité que Tomeka, Kamere, Mboso, Fayoulou, Club, Bamassa. J'ai eu la chance d'échanger avec Martin Fayoulou 2 heures. Il me relatait son histoire et comment même Bahati est devenu ministre.
qui traînait dans son truc King Bouffe, machin. Ça veut dire que lors de la conférence nationale souveraine, c'est eux qui sont là. Et ce sont ses amis qui dirigent. Tous ceux qui dirigent aujourd'hui se connaissent très bien. Soit parce qu'ils ont étudié en France, n'est-ce pas? Soit parce qu'ils ont participé tous à la conférence nationale souveraine, ainsi de suite. Même le dialogue qui viendra, cher Jonathan, toi et moi, on n'aura pas de place. Merci beaucoup. Et donc, nous devons nous battre pour changer ce système. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous allons prendre Joseph Edeba, président fédéral du LGD. Vous avez la parole. Diagnostiquez vos propositions. J'espère que vous n'allez pas... On n'a plus assez de temps. Allez-y droit au but. Je voudrais bien répondre à mon... S'il vous plaît, allez-y droit au but. J'ai la parole. S'il vous plaît, allez-y droit au but. Je vais droit au but. Merci je voudrais bien répondre à mon frère Epengue qui est en train de partir, mais je ne le ferai pas parce que les circonstances m'obligent à être focalisé à ce que je vais dire tout à l'heure. Merci beaucoup. Je crois que les valeurs de nos dirigeants aujourd'hui, c'est ce qui pose un grand problème. Très bien. Je tiens à féliciter tous mes compatriotes, leaders, mais aussi tous ceux qui sont là à patienter à entendre notre propos, de la qualité de la réflexion des jeunes. Je suis moi aussi jeune, mais quand j'entends ce qui s'est dit ici, je me dis qu'il y a encore une lueur d'espoir pour la République démocratique du Congo. Merci cher Jonathan, merci cher Joël, vous aussi cher Nathan, et à vous tous qui êtes là pour attendre ces mots. À la différence des autres qui ont bien entendu réfléchi déjà sur les causes, qu'est-ce que nous avons vécu, moi je vais aller droit au but. Cher Joël Lamika, nous n'avons pas la malédiction, ou nous ne sommes pas sous emprise de la malédiction diabolique, mais nous sommes sous la malédiction de la mauvaise gouvernance. La base, les fondamentales qui résument l'ensemble de tout ce que nous décrions aujourd'hui, c'est l'absence totale d'un leadership fort. Les nations qui développent dans le monde ne les font pas par magie. Ils ne les font pas nécessairement avec les jeunes. D'autant plus qu'il faut préciser qu'être jeune n'est pas avoir l'atout nécessaire pour développer la nation. Vous pouvez être jeune, mais être vieux en esprit et en caractère. La preuve, nous avons des jeunes qui sont aujourd'hui dans l'appareil de l'État, mais qui agissent au même titre que le vieux. Habitués à la médiocrité, habitués à l'absence totale du leadership. La malédiction du leadership aujourd'hui résume même l'inutilité de nos ressources minières. Nous avons des capacités énormes à nous autosuffire, économiquement parlant. Il faut rappeler qu'hier, notre pays, la RDC, occupait la 2e place, économiquement parlant, au niveau de l'Afrique. Qu'est-ce qui a changé? C'est la succession de la promotion des antivaleurs. Vous avez beau décrier toutes choses en résumé. Le manque d'emploi, le travail qui se donne par les fibres optiques, je vais dire les fibres claniques, ethnico-claniques. Aujourd'hui, le recrutement qui se fait sur base d'appartenance politique. Mais tous ces éléments ensemble résument bien entendu l'absence totale d'une vision de gouvernance axée sur la délivrance de résultats. Je vais le rappeler ici que les nations dans le monde ont développé à cause des idées de progrès. Et les actions suivent une vision. Ce n'est pas en étant en train de gérer qu'on doit se révéler de ce qu'on va faire. Ou on doit fonder sa vision pendant qu'on gouverne. La preuve, c'est que nous avons des dirigeants aujourd'hui qui sont là, ils disent qu'ils vont commencer par rectifier les tirs pendant qu'ils dirigent. Alors que c'est tout le contraire de la philosophie de gouvernance, qui voudrait à ce que l'on soit porteur d'une vision à l'avance, avant de tenter de diriger le pays. Parce que gouverner, c'est prévoir. Prévoir comme nous le faisons aujourd'hui avec les jeunes. Nous réfléchissons, nous analysons, mais aussi
nous nous fortifions les uns les autres à posséder une offre politique à donner à la population. Marcel Prélot disait en 1959 que ceux qui exercent le pouvoir ont l'obligation d'avoir une vision de gouvernance dans les institutions publiques et politiques. Cela requiert, n'est-ce pas, des compétences, mais une préparation. Si ce n'est pas le cas, ça va être une agglomération des opportunistes. Nous sommes aujourd'hui face à une agglomération des opportunistes parce que selon la fondation de l'État, il faut se rappeler qu'il appartient aux gouvernants de répondre aux désidérata de la population. Si les gouvernants aujourd'hui, comme hier, ne sont pas à mesure de répondre aux désidérata, c'est parce que nous avons fait le choix de les accompagner. C'est pourquoi moi, réfléchissant comme jeunes, je dis que nous tous ici présents, nous participons au sous-développement de ce pays. Que faut-il faire? Chacun à son niveau de responsabilité. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est l'éveil des consciences aujourd'hui que vous faites preuve, Monsieur le Président, que tous ces leaders politiques ici jeunes font preuve dans le discours. Parce que discourir, c'est autre chose. Mais agir, c'est aussi le contraire. Nous avons vu des gens arborer des bons discours. Mais après, une fois au pouvoir, une fois dans l'appareil de gouvernance, tout passe après. Et donc, en effet, aujourd'hui, la responsabilité de développer notre nation repose sur l'épaule de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui qui compose à plus de 70% la population de la République démocratique du Congo. Si nous ne nous levons pas, qui le fera à notre place? Il nous faut aujourd'hui décider de rompre avec les fléaux principaux qui nous maintiennent sous la trappe du sous-développement, les fléaux de la corruption. La corruption endémique, systémique, aujourd'hui qui, n'est-ce pas, nous oblige à demeurer sous la pauvreté, c'est la cause aussi fondamentale de la dépravation de mœurs. Lutter contre la corruption dans les institutions, c'est ce qu'il nous faut. Mais cependant, il faut le faire avec les jeunes. Voilà pourquoi je ne pense pas que faire la politique expliquerait le fait qu'on manque de l'emploi. Beaucoup de Congolais aujourd'hui vivent, il faut le préciser, que nous avons 82% de Congolais qui vivent sous le seuil du chômage aujourd'hui. Et ces Congolais vivent par indépendance financière. Ils ne sont même pas appuyés par l'État. Nous avons régressé davantage au lieu de progresser. Et cependant, pour changer la donne du point de vue des gouvernances, il nous faut lancer un appel vibrant aux jeunes. Les jeunes doivent intégrer la politique parce que c'est de là que les changements aussi proviendront. Parce que c'est de là que nous allons apporter une nouvelle vision définissant évidemment le progrès de notre nation. Et il faut le retenir que sans que nous ne puissions agir, observant la déliquescence de l'État aujourd'hui, nous allons demeurer éternellement des plaintifs, des pleurnichards. Les actions à poser doivent être d'ordre à, n'est-ce pas, poser de la rupture avec les passés. La rupture avec tous les comportements néfastes aujourd'hui qui consolident les sous-développements que chaque leader politique ici jeune est passé dire. Cela passe par le courage d'avoir une vision, mais ne pas s'arrêter là. Mettre cette vision en action, de manière à ce que nous puissions produire plus tard, n'est-ce pas, de résultats qui diffèrent de la réalité aujourd'hui. Vous savez, les valeurs, les ports de valeurs. Nous avons des jeunes qui n'ont pas aussi cette façon de voir les choses. Être jeune, mais on arbore les comportements de ceux qui ont vécu dans les passés, mais aussi dans ces systèmes-là de corruption totale et énorme. Favorisant ainsi un cercle vicieux qui ne nous permet pas d'avancer, bien entendu, et développer notre nation. Vous savez, face à la réalité aujourd'hui qui nous fait descendre dans les abysses de la mauvaise gouvernance, la seule solution
que nous pouvons aujourd'hui présenter comme offre politique, c'est la promotion des hommes de valeur. Parce que, retenez bien, cher président, que les hommes forts définissent les institutions fortes. Et les institutions fortes définissent les progrès des nations. Pour être un homme fort, il faut avoir un cerveau qui est porteur d'une vision, mais d'une vision des grandeurs, parce qu'il y en a ceux qui possèdent la vision, mais pas la vision des grandeurs. Notre nation, à vocation continent, est un éléphant à beaucoup de potentialités, mais qui malheureusement se retrouve être mal gouverné. La malédiction de mal gouvernance, c'est ce qui nous maintient sous la trappe du sous-développement. Merci Chers beaucoup. jeunes, un seul mot, c'est que nous devons nous engager davantage en politique afin de, n'est-ce pas, agir efficacement avec des actions qui mèneront à la production des résultats qui vont défier l'usure des temps. Et voilà ce qui fait, n'est-ce pas, c'est ce qui fabrique les leaders, ce qui fabrique bien entendu des légendes aujourd'hui que nous citons dans nos discours ça et là. Je vous remercie. Merci, Président Joseph Edeba. Nous allons prendre enfin le porte-parole de la nouvelle génération, le leader Mukenge Totoro, pour son allocution. J'espère que lui ne sera pas très long pour que j'ai discuté. Diagnostiquez vos propositions pour que la RDC décolle 65 ans après l'indépendance. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Président. Merci beaucoup, chers membres du bureau, ainsi que tous les leaders ici présents. Je vais devoir d'abord m'expliquer par rapport à ma tenue. Je crois que ça ne va pas déranger. Non, allez-y, allez-y, on comprend. Allez-y droit au but. Allez-y droit au but. Ça fait partie de mon allée. J'ai 10 minutes de toute Très bien, façon. d'accord. On nous avait dit qu'il fallait que nous soyons en tenue de ville. Mais malheureusement, moi, pour ceux qui me connaissent, ça fait un bout de temps que je ne prends plus de tenue de ville. Pourquoi? Puisque de toutes les façons, notre pays est en guerre et il faudrait que nous puissions nous habituer et avoir des habitudes, un état d'esprit qui nous rappelle cela. 65 ans après, on nous dit de pouvoir échanger sur le pourquoi de la RDC, pourquoi la RDC ne se développe pas 65 ans après l'indépendance. Je vais devoir un peu vous taquiner puisque je vois ici tout le monde parle en bon français. Et apparemment, commettre une faute en français ici choquerait tout le monde. Et ça, c'est le premier problème. Donc, voyez-vous, moi, je pensais que vous devriez nous donner la latitude de nous exprimer. Non, non, si. Joël Lamika a parlé en accent lingala. Vous ne nous aviez pas on n'a dit pas ça. dit, on parle français et toutes les langues ici. Ok. Merci. Puisque ça, c'est le premier problème. 65 ans après, nous continuons toujours à nous exprimer dans la même langue qui n'est pas la nôtre. Et si nous ne le savons pas, puisque la colonisation, c'est tout sauf ce qu'on croit. Elle est trop, comment on appelle? Subtil. Subtile. La vraie colonisation, ce n'est pas le système établi. La vraie colonisation, c'est là dans la tête. Puisque voyez-vous, 65 ans après, on est fier de parler un bon français. Mais si je demandais à chacun ici, qui est celui qui rêve dans sa langue natale? Puisque le rêve, c'est du domaine du subconscient. N'est-ce pas? Et si vous ne le faites pas, cela veut dire, dès le début, pour ceux qui font l'informatique, le subconscient va avec quoi? De l'ordinateur. Qui fait l'unité centrale? L'unité centrale qui contrôle le reste. Et donc aujourd'hui, 65 ans après, on ne devrait pas s'étonner que même l'économie nationale, j'ai vu qu'on a parlé du système ici, reste le même. Voyez-vous, quand les gens parlent de l'indépendance, eh ben, ils s'imaginent que l'indépendance c'est 1960, il y a des discours et on est indépendant. On a parlé de l'ignorance ici, effectivement, c'est parmi les problèmes d'être ignorant.
Puisque si vous voyez le système, on nous a parlé du système, puisque tout part du système, quel a été le système mis en place depuis? Quelle était l'idée derrière la colonisation? Est-ce que ça a changé? C'est ça le problème. Si nous pouvons, bon, on m'a dit d'être un peu plus rapide, les Blancs, quand ils sont venus, bon, on peut parler des étrangers, quelle était leur idée derrière? Ils étaient venus pour exploiter. Au fait, avant qu'on parle de la colonisation, il y avait l'esclavage. Quel était le sens de l'esclavage? Ils voulaient de la main-d'œuvre pour aller exploiter leur champ aux États-Unis. Bref, c'était l'économie. Après, quand leur industrie s'est développée, ils se sont rendus compte que non, il y a des minéraux là. Donc ça ne servait plus à rien d'amener les gens en esclavage. Il fallait qu'on puisse les exploiter là chez eux. Pour faire quoi? Pour extraire les minéraux dont eux avaient besoin. C'est encore l'économie. Et pour cela, il fallait organiser un système social qui permettait aux gens de rester organisés pour travailler. C'est ce qu'on appelle la colonisation. En fait, ils ont mis en place ici un système. Et si vous vous rendez compte, à l'époque, d'ailleurs, il y a eu des évolués. Qui était évolué? C'était quelqu'un qui s'est comporté comme le blanc. C'est ce que nous aussi aujourd'hui, on dit, ceux qui parlent bon français, ceux qui s'habillent en veste, ils sont assimilés aux gens qui sont un peu plus... Ça reste le même système. Mais au fait, quel était l'objectif des évolués? C'est ce qu'on appelle des leaders aujourd'hui, non? Ils avaient la capacité de gérer les autres. Je m'excuse comme le président. Donc il remplit les critères. Non, pas du tout. Non, non, bref, je veux que nous puissions comprendre le système pour que nous puissions nous-mêmes diagnostiquer est-ce qu'on est indépendant ou pas. Ce n'est qu'après avoir fait un bon diagnostic que le docteur peut réellement proposer la thérapie, n'est-ce pas? Maintenant, le système, c'était un système d'exploitation, un système économique. Mais pour que ça marche, il faut inventer un autre système pour gérer. C'est ce que vous appelez la politique. Et à l'époque, avec l'esclavage, imaginez-vous, c'était depuis le temps. Mais qui vendait les esclaves? C'était les chefs coutumiers. C'est nous-mêmes qui vendions nos propres frères pour de petits gains, n'est-ce pas? À l'époque, c'était du sucre et du sel. Mais est-ce que ça a changé aujourd'hui? Et regardez-vous, à l'époque, on venait nous prendre par force, mais aujourd'hui, tout le monde veut aller en Europe. Si je demande à tout un chacun de nous ici, chacun de nous, sur le plan subconscient, pense que c'est mieux l'Europe qu'ici. Et bref, aujourd'hui, ce n'est plus qu'on vient nous prendre par force, mais aujourd'hui, nous y amenons, nous-mêmes. Mais pour faire quoi? Encore, c'est pour aller fructifier leur propre économie. Pendant la colonisation, c'était qui? C'était nos leaders, puisqu'ils s'étaient rendus compte que les gens devenaient de plus en plus, pas violents, mais ils revendiquaient un peu trop. Et c'était tout à fait gênant que ce soit un blanc qui donne les ordres. Alors, pour leur propre système, il faudrait que nous puissions chercher quelques noirs qui sont bien adaptés, qui peuvent bien comprendre les règles, qui peuvent mieux faire passer chez les autres. Mais au finish, c'était pourquoi? Pour servir le même système. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, 65 ans après, on continue à se poser la question, est-ce que réellement quelque chose a changé? Puisque c'est vrai que sur le plan politique, il y a eu un changement, mais au finish, ce n'était pas le problème de qui gère. Le vrai problème, c'était, est-ce que nous sommes toujours exploités? Est-ce que nos richesses servent à nos populations? C'est ça le fond. C'est ça la vraie question. C'est ça l'indépendance. L'indépendance n'est pas que tu sois le président de la République. L'indépendance devrait être dans le fond. Tu sers quel intérêt? Ok? Si vous regardez bien, tous nos systèmes politiques servaient le même intérêt. L'exploitation de nos richesses, pas à notre profit, mais au profit de l'étranger. Aujourd'hui, 65 ans après, la même question demeure. Qui contrôle notre économie? Vous avez parlé de... C'est ça le système. J'essaie un peu d'aborder dans le même sens, mais tout en y apportant un plus sur le plan de fond.
Sachez qu'il vous reste 3 minutes. C'est très suffisant. Nos minéraux sont contrôlés par qui? Je vais plus loin, même notre propre économie. Je suis content, j'ai vu nos frères qui sont dans le monde économique. Mais au fond, qui contrôle notre économie? Chaque chose que nous mangeons ici, mais qui nous les apporte? Pourquoi 65 ans après, nous n'arrivons même pas à produire ce que nous consommons? Vous pensez que c'est un hasard? Non, les hasards n'existent pas. C'est le même système qui est encore là. Plus grave encore, c'est nous-mêmes qui continuons à faire persister ce système. Et ceux qui disent être des politiques, j'aurais voulu que notre frère soit là. Quel est le plan qu'ils ont aujourd'hui pour nous dire que oui, demain, le Congo va réellement appartenir aux Congolais et les richesses congolaises vont profiter au premier plan à la génération congolaise. Aujourd'hui, la guerre qui nous est imposée, si vous allez dans le fond, vous allez voir, c'était la même chose en 1960. Le pays était coupé en 3 morceaux. Même pendant les temps de MLC, RCD, c'était la même logique. Et moi, par contre, ce que j'aimerais bien, moi je suis content de participer à ce débat, puisque j'ai en face de moi des jeunes leaders que j'apprécie. Et d'ailleurs, je ne vous voyais qu'à la télé. Et à chaque fois, je me disais, quand est-ce qu'on peut se rencontrer pour que nous puissions réellement parler des choses de fond et de proposer de vraies solutions. Puisque nous sommes fatigués, moi personnellement, je suis fatigué d'avoir la même chose, mais les gens ne discutent pas de vrais problèmes. Puisque aujourd'hui, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Martin Fayulu, que ce soit tous nos aînés, est-ce qu'ils nous proposent autre chose que ce qui existe? Et moi, je pense que la solution, c'est nous. Et moi, ma proposition, elle est très claire. Moi, je me dis que nous ne puissions plus continuer à faire des débats, mais que nous puissions entrer en action. Moi, je propose que nous puissions avoir un cadre qui va nous réunir au-delà de nos appartenances politiques, au-delà de tout ce qui nous divise, mais là où nous allons réellement nous poser de vraies questions par rapport à notre existence en tant que pays, en tant qu'État, mais aussi définir nos intérêts en tant que génération. Puisque là où le même système continue à travailler, c'est puisque leur point fort, c'est de nous diviser entre nous. J'ai vu un débat ici, ceux qui estiment qu'ils sont proches de tel leader, les autres proches de tel leader, et vous êtes même prêts à vous entrer dedans. Mais sur base de quels intérêts, mes chers amis? Sur base de quels intérêts? Et moi, je suis à ce niveau et je pense que, évidemment, 65 ans après, le constat est là. Le constat est amer, c'est ça la vérité. Et je me pose la question, est-ce que, puisque nos aînés qui, jusqu'à présent, ils donnent l'impression de jouer le rôle de nous diriger, puisque ce n'est pas eux, ce sont les intérêts étrangers qui dirigent notre pays. Et encore quelque chose pour chuter de très important, je pense que chacun de nous devrait avoir une idée du Congo. Puisqu'on fait toujours la mauvaise comparaison de nous comparer avec d'autres États, des petits États. Non. Le Congo, c'est un État qui est conçu pour la grandeur. D'abord, la grandeur de notre pays, le territoire, les richesses qui s'y trouvent, la diversité de notre peuple, et ça exige de nous de la grandeur. Ça exige de nous de la grandeur. Et alors, moi, je pense que notre génération devrait voir les choses autrement, s'organiser autrement, puisqu'on n'a pas eu la chance d'être préparé par nos aînés. Et ça, c'est encore le système qui l'a voulu ainsi. Il faut que nous puissions nous dire que les hasards n'existent pas. Tout ce que nous vivons aujourd'hui l'a été voulu. Et maintenant, c'est à nous de nous déprogrammer, puisque même notre propre éducation, imaginez-vous, 65 ans après, c'est le même programme scolaire. Mais pour quel résultat? Pour quel résultat? Et mais pourquoi nos dirigeants, à chaque fois qu'ils accèdent au pouvoir, ils n'arrivent pas à comprendre que si vous voulez d'un grand Congo, il faudrait que vous puissiez préparer les jeunes avec une éducation adaptée à la réalité et de notre pays et de nos ambitions, mais aussi du monde présent. Et moi, c'est là où je suis, et moi je pense que
et notre génération, et surtout vous tous les leaders qui êtes ici, à qui j'ai beaucoup d'estime, je nous propose que nous puissions créer un cadre où nous allons nous retrouver pour échanger sur les réalités de notre pays et sur la proposition de notre génération. Ça ne sera pas la proposition de l'opposition, de la majorité, de la société civile qui du reste n'existe pas, ni de quoi que ce soit, mais que ça soit d'une génération consciente et une génération qui prend ses responsabilités, qui décide d'agir pour réellement imposer l'histoire et le changement dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de prendre place. Je crois que j'ai respecté le temps. Oui, vous avez dépassé d'1 minute, mais ça va. Alors, je pense que la technique me signale qu'il faut qu'on s'arrête là. J'espère aussi que vous êtes fatigués, ça va faire 2 ou 3 heures déjà qu'on est assis. Je remercie tous les jeunes leaders qui ont participé à ces plateaux spéciaux. Je pense que notre motivation première, c'est qu'il faut qu'on apprenne 65 ans après à penser avant d'agir. Et ces cadres permettent donc à ce que régulièrement nous puissions penser, nous interpeller en tant que génération pour nous préparer sûrement à assumer leurs responsabilités qui peuvent faire évoluer notre pays. Je suis reconnaissant de votre présence. J'espère qu'on va garder cet élan pour échanger tout au long de la 66e année de la RDC et puis voir comment les Congo peuvent évoluer, tout en rappelant que nous vivons un moment très particulier, chers compatriotes. Nous vivons une transition probable dans quelques jours. Il faut qu'en tant que jeunes, en tant que leaders, nous nous préparons à nous maintenir. Les systèmes comptent se renouveler. Et donc, si nous ne pesons pas pour être pris en compte, on va pérenniser un autre système. Peut-être que ça sera pour 10 ou 15 ans, 20 ans encore. Donc, il faut que, pendant que ça se prépare, dialogue, accord, cela, c'est un moment important de trouver comment nous positionner parce que, dans le cas contraire, on va subir le nouveau accord, les nouveaux deals et on se retrouvera ici 20 ans après à discuter encore sur pourquoi 80 ans après la RDC n'a pas évolué. J'ai aimé qu'on ait parlé d'une vision à long terme, une projection. Ça, c'est des idées importantes qui doivent nourrir l'imaginaire collectif et c'est pour ça que cette émission est particulière. Nous voulons nourrir notre peuple des idées qui puissent construire un autre imaginaire collectif, mais surtout déconstruire nos connaissances coloniales et néocoloniales qui nous font vivre, des mensonges que nous avons crus vrais et des vérités sur lesquelles nous avons encore assez de doutes. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée.